Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire une petite preview et qu'attendre de la 3e semaine de ce Tour de France 2025. Déjà 15 étapes de passé, c'est passé à une vitesse ahurissante ce Tour de France. Il y a déjà beaucoup d'histoires, beaucoup de choses à raconter, mais on a encore devant nous de grandes étapes pour venir clôturer la plus grande course cycliste au monde. Une dernière semaine sous le signe de la montagne, sous le signe de la difficulté, ça va faire mal aux jambes, comme si ça n'avait pas déjà été assez compliqué. Avec au programme, dès ce mardi, le Mont Ventoux, ensuite une étape de transition vers Valence. On a vu la difficulté que pouvaient représenter certaines étapes de transition. L'enchaînement alpestre, avec l'arrivée à la Lose et l'étape de la Plagne, très compliquée elle aussi. Dernière étape de transition du côté de Pontarlier et une arrivée du côté des Champs-Élysées avec le fameux passage de la rue Le Pic que l'on avait emprunté lors des Jeux Olympiques. On va faire un petit point sur le classement général de ce Tour de France. Est-ce que Jonas Vingegaard va essayer de refaire son retard qui pour jouer le podium? Est-ce qu'on va avoir une victoire des Français? Est-ce que Pogačar va battre le record de victoire sur une année, ou du moins l'égaler, le record de victoire d'étape, j'entends. Et puis, écoutez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est est-ce que Jonas Vingegaard va pouvoir rattraper Tadej Pogačar? C'est quand même la question principale de cette dernière semaine. On a très envie de dire non au vu de ce qu'on a vu et surtout au vu des écarts. Pogačar aurait eu un coup de moins bien du côté de l'étape de Super-Bagnères. Ça s'est pas vraiment vu. On s'est juste dit, il a pas attaqué, il a contrôlé. Vingegaard a attaqué, il était quand même plutôt facilement dans les roues. Et quand il a fallu faire le sprint et mettre un écart, il l'a fait assez facilement. À l'aube de commencer sa dernière semaine, il a 4 minutes 13 d'avance. 7,53, donc quasiment 8 minutes sur Lipovic qui est 3e. Le matelas est extrêmement confortable pour Pogačar avec une étape énorme du côté d'Otakam. 1 minute grattée lors du contre-la-montre. Il y a déjà plus de 3 minutes 30 sur ces deux étapes-là. À Peyragudes, il a remis une couche, plus ce qu'il avait fait avec les bonifs et tout lors des premières étapes. Le matelas de Tadej Pogačar est énorme. Il semble imprenable en montagne, largement au-dessus de la mêlée. Et dans les étapes de transition, très très difficile à déboulonner. Il se place extrêmement bien, il se fait rarement prendre dans les cassures. Enfin bref, Tadej Pogačar est un coureur très complet, on ne le découvre pas. Le profil de la première semaine était à son avantage. Dans les Pyrénées, du côté du Tour de France, c'est toujours là qu'il a gagné le plus d'étapes. Donc si on dresse le tableau, il est évidemment largement à la faveur de Pogačar. Et honnêtement, déjà avant de démarrer le Tour de France, on avait des doutes sur le fait que Jonas puisse rendre la tâche difficile à Pogačar. Et après ce qu'on a vu, ça paraît impossible. Et au vu de ce qui va arriver, je ne vois pas dans quel monde Pogačar ne finit pas avec le maillot jaune sur ses épaules, aux Champs-Élysées. À la fin de la semaine, dimanche prochain, on sera le 27 juillet. Pour moi, le 27 juillet, le vainqueur du Tour, c'est Pogačar. Il a des comptes à régler. Le Ventoux s'est coché. On se souvient, en 2021, ce n'est pas encore l'ogre slovène que l'on connaît, mais l'ami Poggi avait subi une attaque de Vingegaard. Alors, l'arrivée se faisait en descente après, mais il avait subi les attaques de Jonas. Et je pense que, on l'a vu depuis le début de l'année, Pogačar a envie de corriger un petit peu certaines déconvenues qu'il avait eues. On a vu Combloux, on a vu les contre-la-montre. Il coche. On a vu Otakam cette année, donc il coche les cases. Et là, on lui met en enchaînement Ventoux-La Lose, ou 2021, surtout 2023, c'est vraiment là où il enterre ses dernières chances de potentiel de victoire. On arrive à 2300 mètres, c'est une des montées les plus difficiles. On se souvient là aussi, face à Roglic en 2020, il avait aussi été mis à mal. Donc clairement, c'est une montée où il va falloir prendre sa revanche. Et quand Pogačar est en sentiment de revanche,
ça va faire très mal. Il y a des ascensions qui sont proposées, en tout cas dans les Alpes, qui sont représentatives des Alpes, hein, on le sait, les Pyrénées, c'est plutôt des ascensions courtes et un petit peu plus pentues. Dans les Alpes, des transitions de vallée plus longues et des ascensions vraiment sur la durée, hein, notamment l'étape de la Lose. On a 27 km de montée avec le col du Glandon, on a 19 km avec le col de la Madeleine, et on en a 26 avec Courchevel, donc vraiment les organismes qui vont être mis à mal, en plus avec un Tour de France et 17 étapes dans les pattes à ce moment-là. Mais je vois pas comment Pogačar peut être déstabilisé. Et rentrant un petit peu plus sur Vingegaard, il y a des faiblesses évidentes. La première, et la plus embêtante, c'est que il me semble inférieur à Pogačar. Physiquement, en tout cas, je le trouve moins fort, moins tranchant. En tout cas, alors après, sur les efforts type pyrénéen, ça lui convient peut-être moins. Peut-être que... Et on arrive sur le deuxième point qui m'embête avec Visma, mais la Visma m'a un petit peu déçu dans sa stratégie ou dans sa force. En tout cas, on voit un Jorgensen en difficulté, on voit Simon Yates et Sepp Kuss qui sont pas utilisés toujours à très bon escient. Donc, j'ai pas vu la Visma encore tenter une stratégie et qui est mise à profit par une attaque même désespérée ou même perdante de Vingegaard. J'aurais préféré voir Vingegaard, par exemple, la super bannière, peut-être attaquer à 7 bornes et demie. Peut-être se prendre un retour de bâton, mais au moins avoir tenté, parce que là, t'attaques à 4 bornes, le gars suit, et tu dis que c'est les meilleures jambes peut-être que t'as jamais eu depuis le début du tour, c'est quand même assez frustrant. Et donc là, on a un double effet qui est à la fois, je pense que Vingegaard est moins fort, et en plus, son équipe, collectivement, ne me fait bien que je pense qu'elle est supérieure à la UAE, dans ce potentiel, ne montre clairement pas ça, et on voit des trains UAE mis, mais qui font pas très mal, hein. Soler, lors d'étape de super bannière, il fait pas un train fou, Sivakov est en dessous, Adam Yates, c'est pas très tranchant, le plus fort c'est Narvaez, qu'on a vu à Otakam, mais en lançant un sprint au pied de la montée, donc il y avait peut-être des choses à tenter, ils l'ont pas fait côté Visma, et ce qui se réserve pour 2 étapes, 3 peut-être avec le Ventoux, ça me paraît court. Il y a quand même 4 minutes à reprendre sur le meilleur coureur du monde qui n'a montré absolument aucune faiblesse cette année et depuis même plus longtemps que ça. Donc voilà, Vingegaard a réaffirmé son ambition aujourd'hui d'être prêt à sacrifier sa 2e place pour le maillot jaune. Bah, j'ai envie de le voir parce que c'est quelque chose qu'il n'a jamais montré sur le Tour. Il a déjà évoqué ça l'année dernière. Il ne l'avait pas fait. Donc voilà, moi j'ai hâte, hein, je suis le premier à critiquer Vingegaard, mais je serai le premier à lui montrer un respect éternel si jamais il met des attaques à Pogačar, quitte à se faire éclater. Moi, l'un de mes sportifs préférés, c'est Alberto Contador, mais parce qu'il y avait ce panache de se dire, bah le gars, même perdant, bah il va tenter une attaque nulle part, et puis il va essayer de se passer un truc, provoque ta chance. Voilà, Vingegaard, là où il en est maintenant, 2021, il fait 2e, il gagne en 22 et 23, il fait 2e en 24, qu'il fasse 2e ou 3e, parce que même s'il se fait péter le caisson, Vingegaard, il a une telle marge par rapport aux autres que déjà, il faudrait qu'il perde 4 minutes presque sur Lipovitz, et il en a 5 d'avance sur Onley et 6 sur Vauquelin, qui est 5e, donc je veux dire, il y a de la marge. Donc pour moi, Vingegaard, il n'a pas grand-chose à perdre à tenter, si ce n'est de pousser dans ses derniers retranchements Tadej Pogačar. On arrive ainsi sur une deuxième question qui est qui pour jouer la 3e place. On le sait, Remco Evenepoel a abandonné le Tour de France. Le Tourmalet a enterré définitivement les ambitions du jeune Belge dans ce Tour. Voilà, je pense que dans un autre podcast, on évoquera le cas de Remco, c'est pas l'objectif ici. Et on se retrouve donc avec, pour l'instant, un podium de ce Tour de France qui est identique à celui du Dauphiné et une hiérarchie en montagne qui est la même que celle du Dauphiné. Loin devant Pogačar, loin devant Vingegaard, et après on a Lipovitz. Lipovitz est 3e avec un matelas qui est mine de rien assez confortable sur Oscar Onley, une 20 d'avance. Et surtout, en dehors de Primož Roglič, on est sur un Lipovitz qui a de l'avance, voire même beaucoup d'avance, sur des gars qui ne présentent pas des références fortes sur des grands tours. C'est aussi le cas parce qu'ils sont jeunes, hein, du Oscar Onley, du Kevin Vauquelin, tout ça, ça joue le maillot blanc. Hein.
L'ami Lipovic, qui est maillot blanc, a quand même beaucoup d'avance et a montré qu'en montagne, il était extrêmement fort. Je ne vois pas, au vu de ce qui s'est passé là, un Oscar Onley, un Kevin Vauquelin que je vois craquer à un moment, même un Onley, lui reprendre du temps. Félix Gall a montré qu'il était fort, mais Félix Gall a 5 minutes de retard sur... enfin, plutôt 4 minutes, 10 de retard sur Lipovic. C'est énorme. Il lui a repris, il était fort, Félix Gall à Luchon, mais il n'a repris que 11 secondes à Lipovic, donc bien loin du pécule qu'il est censé reprendre à l'allemand pour s'octroyer un podium. Et pour moi, Lipovic, c'est pas qu'il a pas de rival, c'est que vu la situation actuelle, vu sa force en montagne, il n'a pas eu de défaillance, réellement, il a géré quand il avait des coups plus ou moins difficiles. Je ne le vois pas se faire complètement rattraper et déposer par des gars en montagne. Je ne le vois pas. Et quand bien même, si lui a une défaillance, je vois pas pourquoi un Onley, un Vauquelin ou autre aurait une défaillance. Se pose la question de Primoz Roglic, qui est 6ème à 10 minutes 34, coéquipier de Lipovic chez la Red Bull Bora. Roglic, il a fait un super chrono du côté de Peyragudes, mais en montagne dans la hiérarchie. Alors peut-être qu'il montera en puissance par la suite, mais il a quand même un Giro dans les pattes, même s'il l'a abandonné. C'était quand même pas cadeau. Il a ce Giro dans les pattes, et vu les dynamiques en montagne, je ne le vois pas reprendre des montagnes de temps à l'Allemand lors de cette 3e semaine du Tour. Clairement pas. Voilà. Et pour ce qui est de Kevin Vauquelin et Oscar Onley, ils ont une minute d'écart. Je les mets un petit peu dans le même panier. Peut-être Onley un chouïa plus fort. Mais je vois un des deux craquer, finir sûrement dans le top 10. Parce que il faut se rendre compte qu'on a déjà des écarts absolument abyssaux. Hein. Après 2 semaines, ça pourrait être des écarts de fin de Tour de France. Hein. Le 10e, Benilly, est à 18 minutes. Pareil pour le 9e. Enfin, voilà, il y a vraiment des groupes. Je dirais qu'il y a Pogačar, Vingegaard, Lipovic, et après on a un groupe de Oscar Onley à Primoz Roglic, et ensuite on a Gall et Johannessen, et ensuite on a Rodriguez, Illy, Jordan Jegat. Voilà, c'est par grappe comme ça. On le voit, d'ailleurs, de toute façon, hein, la montagne a mis tout le monde à sa place, et la hiérarchie, elle est assez claire sur ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je vois pas de bouleversement. L'étape de la Lose redonnera, enfin du Ventoux, je pense, va reconfirmer ça, et le Ventoux, c'est très dur, c'est 8 km, c'est 8% et demi pendant quasi 20 bornes, c'est hardcore, c'est hard, et ça, il va encore y avoir des écarts énormes, et Pogačar va vouloir attaquer, et peut-être de loin, voilà, ça va être difficile. Autre point que je voulais aborder, y aura-t-il une victoire française, et si oui, de qui? Les Français se sont manqués. Alors, Julien Alaphilippe a levé les bras, malheureusement pour une 3e place, lors de l'étape avant la journée de repos, du côté de Carcassonne, sur une étape qui a été très difficile, qui s'est courue toute la journée à bloc. Les chances s'amenuisent pour les Français. Disons que les étapes de Valence et de Pontarlier, c'est une étape qui est difficile. Sur laquelle il peut y avoir du mouvement, ça peut ressembler un petit peu à Carcassonne dans l'idée, et on a vu que sur ce type de profil, les Français n'étaient pas forcément à leur avantage. Romain Grégoire ne s'est pas montré sur ce type de profil, on a eu du Matteo Vercher, mais c'est quand même des coureurs qui sont moins forts. Julien, il s'est quand même luxé l'épaule, dans quel état il va être? Enfin, c'est un petit peu décevant, et on a quand même 3 arrivées au sommet, Ventoux, Lose, La Plagne, où pour moi il y en a au moins 2 sur 3 qui vont être pour les leaders. Et ensuite, peut-être une qui peut être laissée aux baroudeurs. L'étape de La Plagne semble être plus difficile à contrôler. Beaucoup d'enchaînements de cols, de la vallée. Je pense que Martinez va vouloir se glisser dans des échappées. Et il est très fort pour aller défendre son maillot à poids, qui est absolument pas acquis, parce que Tadej Pogačar marque des points aux arrivées au sommet. Lenny va être dans les échappées. Il est costaud, mais est-ce qu'il va, en dépensant son énergie pour aller faire des sprints en haut d'école, on l'a vu plusieurs fois se prendre des coups de bâton et pas être capable de tenir à la fin des étapes, c'est pas certain qu'il puisse comme ça enchaîner et pouvoir jouer à la fois ce maillot de meilleur grimpeur et la victoire au sommet. Moi j'ai un doute là-dessus, mais on le verra à l'avant.
Et donc après, qu'est-ce qui nous reste? On a vu un Barguil très fort, mais je veux dire, pour moi, les occasions sont un petit peu passées. L'étape finale avec les ascensions de la rue Le Pic, pour moi, ne correspondent pas au profil que l'on a. On a vu Barguil, Madouas est un petit peu transparent. Barguil a été fort, mais a été un temps en dessous. Un Kevin Vauquelin n'aura pas forcément des tickets de sortie. Et s'il se retrouve dans des groupes avec les favoris, bah, je le vois battu. Donc là, pour moi, au niveau des sprints, autant dire que on joue pas dans la même cour que les Milan, Merlier, même Guermail. Voilà, clairement, c'est des coureurs qui sont plus forts. Donc voilà, et je pense qu'il va falloir un miracle pour qu'on voit une victoire française sur ce Tour de France. Et je pense que ça n'arrivera pas, c'est pas arrivé depuis 99. Et je pense qu'on va arriver cette année, peut-être qu'on va remettre les compteurs à zéro, malheureusement. Autre question à aborder, est-ce que Pogačar va abattre le record de 8 victoires détenu par Eddy Merckx et un autre Français dont j'ai oublié le prénom, vous m'en excuserez. Je pense pas. Je pense que il en est à 4. Sa chance s'est échappée du côté de Super Bannière. Étape qu'il n'a pas voulu ou pas pu prendre parce que les jambes ne répondaient pas. Avec 5 victoires à l'aube de cette semaine où il y a 3 arrivées au sommet et le fait qu'il peut totalement gagner l'arrivée sur les champs, j'aurais dit, allez, il se serait donné à bloc, il aurait donné toutes ses forces pour aller chercher ça. Là maintenant, 4. Déjà, ça veut dire qu'il lui faut gagner 4 étapes pour égaler les 8, et c'est déjà pas fait, parce que s'il veut en gagner 4, ça veut dire gagner le Ventoux, la Lauze, la Plagne, et les Champs-Élysées. Pour moi, les étapes de Pontarlier et de Valence sont soit pour une échappée, ou pour un sprinter, et Pogačar, du coup, ne va pas chercher là-dessus, donc 8, ça me paraît beaucoup trop de gagner 4 étapes. 7 est envisageable, mais c'est déjà costaud. Ça veut dire qu'il faut arriver à enchaîner des efforts très durs, que UAE contrôle tout. Ils en sont peut-être capables, mais il faut aussi que les jambes de Pogačar répondent à chaque fois. Peut-être qu'il y a un moment où le garçon il va sauter. On ne sait pas, peut-être. Et voilà, je pense pas que Poggi ira à 8. Je vois finir à 6 ou 7 avec un penchant pour 2 victoires d'étape. Je pense. Je vois bien le Ventoux et la Lauze. Les Paris-Champs-Élysées, la rue Le Pic, on a déjà vu un Van Der Poel très fort, donc plus compliqué à maîtriser. Voilà, moi je le vois finir à 6, ce qui est déjà un exploit monumental. Rendons-nous compte des standards que fixe Poggi en ce moment. Et puis l'ami, voilà, s'il fait 6 victoires, c'est énorme. Ça se trouve, ça sera encore moins. Est-ce que Jonas va aller chercher une victoire? Ça, c'est pas fait, parce que s'il arrive avec Pogačar, ça on s'assure, on sait très bien que Tadej fera tout pour que Jonas ne soit pas là. Et puis, profitons de cette dernière semaine du Tour, c'est déjà fini, quasiment. Régalons-nous, il y a des étapes immenses qui vont arriver. En ce qui concerne ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus.